Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. On parle ce soir, les invités sont déjà en débat, je vais vous les présenter dans quelques instants. On parle de la Syrie, de Bachar el-Assad et de ce voyage de 4 parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs, des membres du groupe d'amitié France-Syrie. Et ils ont rencontré, 3 d'entre eux en tout cas, ont rencontré le président syrien, alors qu'officiellement, la France est en guerre contre le régime syrien. Alors on en parle ce soir parce que ça fait évidemment des remous ici à l'Assemblée. Officiellement, personne n'était au courant, ni le président de la République, ni le Premier ministre. Seul le ministre des Affaires étrangères a expliqué bien qu'il avait entendu parler de ce voyage. On va y revenir évidemment. Reste évidemment d'autres questions importantes. Est-ce qu'il faut parler avec Bachar el-Assad? C'est une question fondamentale pour lutter contre Daesh, contre l'État islamique. Est-ce qu'on doit faire preuve de pragmatisme et s'allier à Bachar, tout simplement, pour combattre les djihadistes? Autre question importante. La guerre en Syrie a déjà fait plus de 200 000 morts. Et les Américains eux-mêmes, par la voix de John Kerry, expliquaient il y a quelques jours que les États-Unis avaient un intérêt commun avec l'Iran. L'Iran qui est le principal allié de Bachar, pour combattre Daesh. Donc on va essayer de repenser et de regarder la carte du Moyen-Orient et si l'initiative de François Hollande, en août 2013, de frapper la Syrie avait été la bonne initiative. Il n'avait pas été suivi à l'époque par les États-Unis. On va en parler, j'en suis sûr, dans quelques instants. lcp.fr, vous connaissez l'adresse. Le JDD, notre partenaire. #CVR, vous pouvez tweeter et vous avez déjà commencé à tweeter, mais n'oubliez pas notre page Facebook. 4 invités sont avec moi. Jacques Miard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP des Yvelines. Vous étiez l'un des membres de cette délégation parlementaire. Vous êtes allé en Syrie. Vous n'avez pas vu que Bachar el-Assad. Vous avez visité des hôpitaux, des centres de réfugiés. Et vous êtes le vice-président de ce groupe d'amitié un peu en suspens, ce groupe d'amitié France-Syrie. Les socialistes disent qu'il faudrait le supprimer. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Oui. Merci d'être avec nous parce que j'ai plein de questions à vous poser dans quelques instants. Face à vous ce soir, Michel Vauzel, bonsoir. Vous êtes député UMP des Bouches-du-Rhône, vous êtes membre de la socialiste des Bouches-du-Rhône. Mais non, vous n'en avez pas, Michel Vauzel. J'espère que vous reviendrez. Tu regardes dans son jeu, je rappelle... Vous êtes membre. Un prix sur la carte. Non, je t'en prie. Vous êtes membre, Michel Vauzel. Vous êtes député socialiste des Bouches-du-Rhône, qu'on soit précis. Vous êtes le président de la région PACA et vous êtes membre de la commission des affaires étrangères. On écoutera votre position parce que votre collègue député socialiste Gérard Bapt va passer devant la haute autorité du PS pour peut-être expier ses fautes. On en parlera dans quelques instants. En tout cas, merci d'être avec nous. Randa Kassis est à vos côtés. Bonsoir. Présidente du mouvement pour la société pluraliste. Vous représentez, je dirais, le courant laïque syrien. Vous avez été membre du Conseil national syrien et vous sortez un livre, Le chaos syrien, printemps arabe et minorité face à l'islamisme. Il y a quelques temps, quand vous veniez sur ce plateau, vous disiez Bachar el-Assad va tomber. Aujourd'hui, vous avez évolué et on vous écoutera dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Et puis sur ce plateau, Régis Le Sommier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Je rappelle que vous avez réalisé la seule interview de Bachar el-Assad, c'était en décembre dernier. Vous êtes allé en Syrie, vous l'avez rencontré. On reviendra sur cette interview, dans les conditions aussi dont les choses se sont passées. Puis je précise, parce que voilà, l'information va très vite, que Paris Match ce soir a fait un scoop. Il n'est pas lié au dossier syrien, mais encore, vous avez retrouvé l'un des tueurs du commando, du groupe Abu Nidal. Il se trouvait en Norvège, c'est ça? Absolument. L'un des commandos. Identifié et aujourd'hui arrêté par la police norvégienne. Voilà, de l'attentat de la rue des Rosiers, et on peut le découvrir en une. Ça, c'est la une de Match. Alors ça, c'est pas le commando Abu Nidal, c'est Sandrine Kimberlin et Edouard Baird, un couple amoureux. Ça, c'est la une de Match. Voilà, parce que Match parle aussi des people. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir, de ce voyage parlementaire en terre syrienne. Alors, ce voyage devait rester discret, et puis les médias ont été informés des parlementaires qui ont rencontré Bachar el-Assad, l'ennemi de la France. Regardez. Voici les images à l'origine de la polémique, diffusée par la télévision d'État syrienne. Bachar el-Assad qui reçoit 3 parlementaires français des groupes d'amitié France-Syrie. C'était la semaine dernière. En face de lui, le sénateur UMP Jean-Pierre Vial, mais aussi le sénateur centriste François Zocchetto et le député UMP Jacques Miard. Le socialiste Gérard Bapt, sur place, n'ayant pas voulu participer à la rencontre. Des images utilisées par le régime de Bachar el-Assad à des fins de propagande. On y entend le présentateur affirmer que les parlementaires expriment la volonté du peuple français de renouer avec le régime syrien, ce qui est faux et gênant. À l'Assemblée nationale, la sanction est tombée. Elle concerne le groupe d'amitié France-Syrie. Le patron des députés PS demande la suspension de ses activités.
Et nous sommes dans une situation de guerre aujourd'hui avec le régime de Bachar el-Assad. Il ne peut pas y avoir de relations diplomatiques avec lui. Il ne semble pas que nous puissions maintenir un groupe d'amitié parlementaire. L'amitié avec les Syriens, elle reste. L'amitié avec le Parlement, elle n'est pas possible aujourd'hui de la façon dont il est composé. Les traits tirés, visiblement émus par cette affaire, Gérard Bapt pense que c'est la solution la plus opportune. Un groupe d'amitié a-t-il une raison d'exister si il ne peut pas y avoir de témoignage d'amitié? Ce qui est le cas, puisque les relations diplomatiques n'existent pas. Et donc, avec Bruno Leroux et Claude Barthelode, on a pensé que dans une situation de ce type-là, il était licite, il était logique de suspendre en quelque sorte l'activité d'un tel groupe. Jacques Millard, qui a rencontré Bachar el-Assad, est en colère. Suspendre le groupe d'amitié France-Syrie, une faute pour le député de l'opposition. Nous ne sommes pas des clones, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est extrêmement grave. Et là, si j'ai M. Leroux en face de moi, je vais lui dire vertement ce que je pense. Parce qu'on ne fait pas ce genre de choses, c'est un très mauvais message. La France doit réviser sa politique au Proche-Orient, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou que ça déplaise. Petite consolation pour Jacques Millard, les députés UMP lui apportent leur soutien unanime. Jacques Millard, je ne voudrais pas qu'on fasse toute l'émission, évidemment, sur ce voyage en face de la géopolitique, mais un petit mot pour votre collègue Gérard Bapt. Alors, député socialiste, on le voit devant les grilles de Solferino, il est marqué, il a les traits tirés, il va passer devant la haute autorité. Personne n'est au courant au plus haut sommet de l'État. Est-ce que vous avez un petit mot pour lui? Parce que lui, à l'envers, dit... cette délégation ne devait pas, les médias ne devaient pas être informés de cette délégation. Jacques Millard a parlé, a donné des interviews. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en situation délicate. Est-ce qu'il fallait garder ça secret et qu'il n'y ait pas de débat ce soir? Premièrement, il faut savoir qu'il y avait déjà eu dans le JDD 10 jours avant ou une semaine avant une mention que nous partions en Syrie. Deuxièmement, je vais défendre Gérard Bapt, pour lequel j'ai de l'amitié, parce qu'il a été courageux, parce que c'est pas facile. Il est dans le groupe majoritaire, et je tiens à le défendre en toute amitié. Il n'était pas avec Bachar el-Assad, vous le confirmez? Non, mais attendez, il n'était pas avec Bachar, il l'a dit, ça c'est clair. Donc il a informé qui de droit, en disant qu'effectivement il n'irait pas voir Bachar, mais il a informé qui de droit. Donc tout le monde savait. Mais bien évidemment, il faut arrêter ce genre de choses. Et moi-même, j'ai passé des messages là où il fallait pour dire « je pars ». Et j'ai eu aucun problème, même si j'ai eu des commentaires, etc. Mais je n'ai eu aucun problème, bien évidemment, pour des retours lorsque j'ai dit que je... Comment vous expliquez cette espèce de... Écoutez, moi, je l'explique malheureusement par le fait qu'on est en train de prendre Gérard Bapt en otage. Puis c'est tout. C'est pas autre chose. Et je regrette qu'un grand parti comme le Parti socialiste vienne nous dire, eh bien, les groupes d'amitié, il faut le suspendre, etc. Celui-ci en particulier. Mais non, mais premièrement... On n'a plus de relations diplomatiques. Mais peu importe. Peu importe. Je peux vous dire qu'il y a un moment, on n'avait pas de relations diplomatiques avec l'Égypte, et les groupes d'amitié continuaient à fonctionner à l'époque, et qu'on a repris des relations diplomatiques grâce justement à des actions, je dirais, latérales, notamment des archéologues égyptiens et français qui travaillent en Égypte et qui ont repris les relations diplomatiques. Donc il faut arrêter cette espèce de procès en sorcellerie. Michel Vauzel, le groupe UMP a soutenu l'initiative de Jacques Millard. François Fillon, ce matin encore, expliquait que du bout des lèvres, il aurait peut-être même lui-même fait ce voyage. Michel Vauzel, vous êtes député socialiste. En effet, comment vous regardez cette situation? Est-ce que ce soir, vous trouvez que la situation est délicate pour Gérard Bapt? Il n'aurait pas dû faire ce voyage? Non, d'abord, ce qu'il faut dire, pour être exact, je crois, c'est que toute l'Assemblée nationale était au courant du départ de Gérard Bapt. En tout cas, moi, je l'ai été parmi d'autres, et je pense que les couloirs de l'Assemblée... mais pas le président, pas le Premier ministre. J'ai peine à penser qu'il n'y a pas des personnes qui parlent à l'Élysée quand il y a quelque chose qui se prépare à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, Gérard Bapt est très marqué, et je le comprends avec beaucoup d'amitié pour lui, mais il devait s'attendre à ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on va voir un chef d'État comme avec ce que représente Assad aujourd'hui pour la France et dans le discours officiel de la France, on sait que ça va faire un tohu-bohu, pour employer ce terme, géant. Donc il ne fallait pas de vague, il fallait aller le voir discrètement, non, je veux dire par là, sortir par la porte derrière. Je suis allé voir Saddam Hussein 8 jours avant la guerre du Golfe, c'était bien pire. Mais il est vrai que j'ai été envoyé par François Mitterrand qui m'avait dit, allez-y, c'est intéressant de savoir. Le président savait là. Voilà, le président le savait. Il avait cependant dit, on emploie un parlementaire, Vauzel en l'occurrence, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas,
eh bien, on pourra dire qu'il s'est trompé, et s'il y a quelque chose qui va, eh bien, on pourra dire c'est bien. Et c'était bien, en effet, qu'avec l'appui du président de la République, donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là, je suis allé voir un ennemi de la France, qu'on allait d'ailleurs attaquer quelques jours plus tard. Et c'était utile de savoir ce que disait Saddam Hussein, et Mitterrand l'avait bien conçu ainsi. Donc il y a une utilité à aller voir Bachar, enfin, deuxième point, je suis membre de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne, vice-président, et j'ai rencontré les parlementaires syriens dans le cadre de cette assemblée, dans une assemblée qui se tenait de ce Parlement méditerranéen auquel les Syriens appartiennent, comme les Palestiniens et les Israéliens, à Monaco au début du mois de janvier. J'ai rencontré donc le président de l'Assemblée nationale syrienne, je lui ai pas refusé de lui parler, parce qu'il est syrien, il est parlementaire, je suis parlementaire, il était là, et nous avons discuté, et je pense que ce qu'il m'a expliqué... C'est contraire à ce que dit Bruno Leroux, Michel Vauzel. Il dit, tenez, l'Assemblée parlementaire syrienne, nous, on n'a pas de dialogue à avoir avec eux, c'est ce que dit votre président. Le président de l'Assemblée syrienne a le droit, parce qu'il a une immunité, de venir en France et de traverser la France pour aller dans un pays étranger, se prendre proche de notre cœur, qui est Monaco. Donc j'ai discuté avec lui, j'ai expliqué ensuite ce qu'avait dit cet homme, et pour autant, je ne suis pas voué aux gémonies. Mais c'est un petit peu différent quand on sait dans quel état d'esprit est le gouvernement français et le président de la République, et notamment le ministre des Affaires étrangères, que, étant membre de la majorité, on aille sans plus de précaution. Là, il y a tout de même des petites nuances. Randa Cassis, Régis Le Sommier. Régis Le Sommier, vous l'avez rencontré, Bachar el-Assad, vous êtes allé en Syrie, vous lui avez posé des questions très librement, vous étiez avec lui en tête-à-tête. Est-ce que ce voyage parlementaire, vous vous êtes dit, sont des poissons pilotes pour, effectivement, ce que nous dit Michel Vauzel, pour tester, pour entendre, pour écouter? Ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est une délégation un peu hasardeuse, cette délégation parlementaire? Non, moi je trouve que c'est des gens qui ont une initiative parlementaire, et ça je suis un peu choqué de voir l'intrusion de l'exécutif dans le travail parlementaire. Ça veut dire qu'on considère que le Parlement est une caisse d'entérinement des décisions gouvernementales. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis quand John McCain, par exemple, décide d'aller rencontrer des rebelles syriens ou d'autres personnes ou d'autres parlementaires. Le gouvernement d'Obama ou l'administration américaine ne va pas dire non, là, parce qu'il y a un vrai régime parlementaire. Là, il y a une sorte de... Moi, que le gouvernement critique Bachar el-Assad, qu'on revienne sur ses crimes, etc. Mais la posture morale me gêne beaucoup. Cette façon de dire attention, vous avez passé devant la commission, etc. Non, je pense qu'il n'y a pas de respect du Parlement, déjà, d'une part. Et ensuite, il y a des gens qui ont essayé une initiative quand on sait que la politique et la posture diplomatique que la France a en Syrie ne marche pas. Aujourd'hui, on est très embêté parce qu'on a complètement coupé les relations. Alors, on a appris aujourd'hui en lisant le Canard, j'ai appris en lisant le Canard enchaîné que, évidemment, Jean-Yves Le Drian avait envoyé un de ses émissaires rencontrer Ali Mamlouk, le chef des services de renseignement. 2013, la DGSE, la DCRI avaient déjà fait des tentatives. Des choses, voilà. Mais ces tentatives, en fait, sont très difficiles à remettre en place parce qu'il y a eu une volonté de coupure nette de la part du ministère des Affaires étrangères avec le gouvernement syrien. Juste ce tweet, Hollande et Valls n'ont tiré aucune leçon de l'Irak, il faut qu'on en parle, de la Libye, ils confondent politique étrangère et communication, et puis cette information qui vient de tomber, François Hollande, le président de la République, reçoit demain l'opposition syrienne, enfin l'un des membres de l'opposition syrienne, Khaled Korra, qui était en exil ici en France, il le reçoit demain à 11h à l'Élysée, voilà, pour une information complète. Randa Kassi, vous étiez venu sur ce plateau, il y a début ce printemps arabe syrien, vous nous disiez... Bachar el-Assad n'a plus que quelques semaines, il tombera, il est aujourd'hui encore au pouvoir. Et vous dites aujourd'hui, notamment à travers le livre que j'ai présenté, que vous avez vous-même changé de stratégie à son égard. Vous dites quoi ce soir? Vous dites, après tout, il va falloir négocier ou travailler avec lui parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus Bachar, ce sont les islamistes, c'est ça? Écoutez, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai changé. D'ailleurs, c'est vrai, il y a 3 ans et demi, j'ai sous-estimé ce régime. Il y a 2 ans et demi, j'ai vu, quand j'ai constaté qu'il y avait une montée des islamistes en Syrie, j'étais exclu parce que j'ai averti les Syriens et du Conseil national et la communauté internationale de cette montée-là. Même le quai, d'ailleurs, il a complètement coupé et refusé de me revoir ou de me voir juste après cette déclaration. Aujourd'hui, je trouve que, puisque je prône pour une solution politique pour la Syrie, je peux dire que cette démarche que les 4 élus français ont fait a une vertu. C'est de briser un tabou.
à vrai dire. Et nous allons voir, parce que la seule solution, ou la seule sortie de cette impasse en Syrie est que c'est le dialogue, la solution politique. Il faut renouer un certain dialogue avec le régime. Quand on parle de renouer, même entre la France, des pays occidentaux et le régime syrien, c'est pour faciliter aussi notre tâche, nous, opposants, qui prenons pour une solution politique. Le chaos, si je comprends bien. Tout à fait, parce qu'il y a déjà le chaos, mais plutôt limiter l'excès de chaos. C'est ça ce qu'il faut voir. Et insister sur la même position parce que nous avons sous-estimé, je trouve que c'est absurde. Il y a quand même des victimes qui tombent tous les jours, il y a plus de destruction. Il faut savoir être pragmatique, et c'est ça ce qu'on reproche au pouvoir français, c'est que le pouvoir français, il lui manque quand même, c'est le manque de réalisme. Il est dans la politique de moralité. Juste un tout petit mot, parce que notre sentinelle et Jacques Mire, je donne la parole juste après, juste un petit mot. Est-ce qu'on peut en faire un allié? Est-ce qu'il nous aide concrètement? Si d'aventure on imaginait un combat plus fort, plus dense sur le terrain, est-ce qu'on a besoin de Bachar pour nous aider dans nos combats? Là, je parle très concrètement et je parle de guerre. Je ne parle pas de diplomatie. Nous aurons besoin de régime. Bachar est une question pour après. Ce n'est pas la question prioritaire aujourd'hui. Notre priorité est, il faut définir d'abord qui est notre ennemi. L'ennemi, je crois, des Syriens laïcs, l'ennemi des minorités, l'ennemi aussi des sunnites laïcs et l'ennemi de la France, de la Grande-Bretagne occidentaux, ce sont les extrémistes. Pour éradiquer les radicaux, il faut quand même définir d'abord l'ennemi et après suivre une stratégie. Jacques Mire, Régis Sommier ou Jacques Mire? Alors un mot, Régis Sommier, Jacques Mire. Juste à propos de l'opposition syrienne, le problème aussi auquel... Elle a existé, cette opposition syrienne laïque, non radicale? Elle a existé, on a essayé de la faire vivre, etc. Les Américains ont essayé d'armer des brigades, etc. Et on s'aperçoit malheureusement que le constat qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que la plupart de ces combattants sont en train de passer pour une grande part du côté d'Al-Nusra, c'est-à-dire la branche donc officiellement d'Al-Qaïda, qui est rivale de Daesh, mais qui est quand même qui est quand même la branche d'Al-Qaïda. Donc les Américains ont décidé de supprimer, de diviser par deux le financement de ces groupes. Donc où va-t-on? Sur le terrain aujourd'hui, on a malheureusement plus que des résidus de ce qu'on appelait l'armée syrienne libre, et que de plus en plus de bataillons rejoignent les radicaux. Donc on est dans une situation où l'opposition syrienne, il faut la définir. Où on en est aujourd'hui de l'opposition syrienne. Il vous dit quoi, Bachar el-Assad? Vous l'avez rencontré, on a vu cette photo. Il vous dit quoi? Quel message il fait passer? On se calme. Ce qu'il nous dit, je ne vais pas vous le dire à vous, et je l'ai dit là où je devais le dire, c'est-à-dire au gouvernement. Parce que je suis député et que quand on fait une mission de ce type, même si on se fait tancer en disant « Mon Dieu, ils ont vu je ne sais qui », il passe des messages donc. On passe des messages, et donc j'ai rapporté, comme l'a fait Michel Vauzel lorsqu'il a vu le président du Parlement, lequel nous a dit qu'il avait effectivement une haute estime. Il vous dit quoi, Bachar el-Assad? Il dit « Pas ce que vous ne saurez pas ». Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est qu'en réalité, effectivement, on nous a dit au début, il va tomber dans les 15 jours, c'est terminé, vous allez voir, et ça va être rapidement fait. Sauf que, comme il avait dit un jour, comme avait dit Walid, le ministre des Affaires étrangères, à des gens de chez nous, des hauts fonctionnaires, vous oubliez qu'on a une armée puissante, premièrement. Deuxièmement, il est clair qu'on a monté des gens qu'on nous a présentés à Paris comme étant des démocrates, etc. Sauf que sur le terrain, ça n'a aucune opération militaire. Et ce que vient de dire notre ami, c'est qu'effectivement, le groupe Haïn, qui avait été armé par les Américains, vient de passer par armes et bagages à Al-Nosra. C'était un des groupes sur lesquels les Américains fondaient le plus d'espoir. Et ils ont notamment avec des tanks opérationnels, donc des missiles tôt, donc et ils sont battus parfois avec Al-Qaïda, ils sont passés avec armes et bagages. Le problème il est le suivant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une solution politique en dehors du régime? La réponse est non. Il y avait un tweet d'ailleurs qui le traitait. Il y en a, c'est pas possible. Donc, il faut prendre en compte la réalité, je suis d'accord avec vous, madame, et il faut rechercher une solution politique. C'est pas un problème de savoir allié militaire, visiblement. Vous dites c'est le diable, Bachar, mais on n'a pas le choix. Non, mais attendez, ça c'était une boutade. Non, mais c'est une boutade, je leur dis. Vous dites c'est le diable, mais on n'a pas le choix. Non, mais attendez un instant, c'est pas de savoir si on n'a pas le choix, c'est de savoir comment on arrive à un règlement politique. Je constate, n'est-ce pas, qu'il y a eu des négociations à Moscou entre Syriens.
2, que l'envoyé de Ban Ki-moon, des Moustapha, est en train d'essayer de négocier avec l'aval de Bachar un cessez-le-feu avec 5 groupes djihadistes du côté On en a d'Alep. besoin pour battre Daesh, Jacques Mir. La question est simple. Écoutez, c'est ça la question. Aux conclusions. Mais Daesh fait peur. Mais attendez, que vous ayez peur de Daesh, ils sont hors l'humanité. Mais est-ce qu'on a besoin de lui? Je dis que d'abord, il faut trouver une solution pour les Syriens. Daesh et Al-Qaïda, ils nous disent qu'il y a 80% d'étrangers. Il y a des Saoudiens, il y a des Jordaniens, il y a des gens qui viennent d'Europe, des Tunisiens. Je vous poserai ma question. On a une sentinelle, juste ce tweet. Monsieur Jacques Mir, que répondez-vous à Nicolas Sarkozy qui en son temps avait reçu Kadhafi à l'Elysée et vous a qualifié là de Gugus, puisque alors il n'aurait pas dit ça. Il n'a pas dit Gugus. De toute façon, on s'en fout. Une espèce d'importance. On s'en fout. Non, mais voilà, c'est un tweet, c'est les citoyens qui parlent. De monsieur. Sarkozy, c'est quand même le président de l'UMP tout de même. Oui, oui, en effet. Vous avez de la chance. Oui, non, mais d'accord. On va continuer. Ce qui est très difficile dans cette affaire pour nous tous, députés ou au gouvernement, c'est qu'on se trouve face à un homme qui est un criminel, qui a bombardé des villes et des quartiers entiers, qui a des milliers de morts sur la conscience. C'est même difficile d'aller serrer la main, de dire bonjour à quelqu'un. Il a du sang sur les mains même. Il a du sang sur les mains, et puis beaucoup de sang. Et puis le patrimoine, la destruction d'Alep, celle des éléments autour de la capitale, à Damas ou ailleurs. Bon, mais nous avons, face à ce personnage, qui n'est pas fréquentable en effet, nous avons des alliés de fait qui ne sont pas fréquentables eux non plus, et contre lesquels on se bat au Sahel comme en Irak. Donc ça rend la question un peu difficile, parce qu'on nous dit mais comment pouvez-vous être contre les djihadistes ici et vous trouvez aux côtés des djihadistes là? Première difficulté pour la France. Il y a une incohérence de la politique française. Oui, mais enfin c'est une difficulté, parce que, et d'autre part, si la guerre continue, il y a un moment où elle finira par s'arrêter, quand il y aura eu trop de sang, et j'espère qu'elle s'arrêtera vite. Et il ne faudrait pas qu'à ce moment-là, on reproche à la France de ne pas avoir fait les gestes plus tôt pour éviter que ce massacre ne continue. Donc on a besoin de lui ou pas, Michel Vauzel? Effectivement, on peut arriver, la diplomatie est assez fine en France, pour arriver à trouver une manière d'approcher ceux qui sont les combattants. Le régime dont parlait Randa Kassis. Sans toucher Bachar. Sans toucher Bachar. C'est ça, c'est une subtilité. Permettez-moi. Juste, ça n'était pas du tout le cas. Moi, au moment où j'ai fait mon interview en décembre, je me suis attiré les foudres de Laurent Fabius, qui était très sévère à l'égard de votre interview. De publier reportage. Enfin, déjà, le fait d'attaquer un journaliste, j'ai trouvé ça absolument scandaleux, et beaucoup de gens dans ma profession l'ont trouvé aussi. Mais le fait est que la politique française, cette posture jusqu'au boutiste, n'était pas partagée à l'époque et n'est toujours pas moraliste et pas pragmatique. Ni par l'Allemagne, ni par les États-Unis. Moi, j'ai vu des Américains à Damas qui étaient déjà occupés à faire des affaires, ou en tout cas, et les Américains n'ont pas cessé d'envoyer des émissaires. Ismaël, nous, attendez. On a une position qui est assez incompréhensible. Alors, Ismaël, alors justement, je vais reposer ma question inlassablement, parce que est-ce qu'on a besoin de lui? Est-ce qu'on a besoin de lui sur le terrain, d'un point de vue militaire? Vous l'évoquez dans votre interview, et j'en parlerai avec Jacques Mir aussi. Ismaël, posez votre question. Vous aviez une question, je ne sais pas à qui, mais vous allez la poser. Alors vous savez, c'était tout simplement pour dire que venir apporter notre aide pour combattre Daesh, je dis oui, mais venir dans le but de virer El-Assad, c'est déjà beaucoup plus contestable. La question est simple, qui sommes-nous pour juger que tel ou tel responsable n'est pas côtoyable et qu'il faut en changer? Par exemple, comment est-ce qu'on réagirait, nous, si des troupes étrangères venaient virer François Hollande sous prétexte qu'il nous coule sous l'austérité? Donc très concrètement, on a vu ce que ça a donné en Libye. Un jour, Nicolas Sarkozy invite Kadhafi pour ensuite participer à son élimination. Donc très courtement, à M. Millard, vous avez refusé de répondre à la question de M. Ardouin sur le point précis de ce que vous a dit M. Bachar el-Assad. Je vous rappelle quand même que vous êtes député et que vous devez rendre compte publiquement justement du fruit de votre travail. Et on attend, nous, en tant que citoyens, de savoir ce qu'il s'est dit pour essayer de comprendre si effectivement la position du gouvernement sur le cas el-Assad se tient ou est-ce qu'effectivement on ne nous dit pas tout. Alors, juste, je me suis pas concerté avec ce jeune sentinelle puisque je ne leur parle pas avant l'émission. Répondez-lui parce que vous n'êtes pas content. François Hollande serait un va-t-en-guerre. Mais non, mais on peut pas dire on serait envahi chez nous par des libérateurs du pays parce que François Hollande n'aurait pas la bonne politique économique, et comparer François Hollande avec Bachar el-Assad qui a fait bombarder et qui est le responsable. Bon, ça c'est la réponse sur le volet PS. De son propre peuple. Oui, non, mais c'est très important, on ne peut pas laisser dire des bêtises. C'est la réponse à la sentinelle. Je voudrais quand même dire une chose. Vous nous dites ou pas? Une guerre civile est toujours horrible. C'est quelque chose d'abominable. On a vu ça dans la guerre d'Espagne, etc. Oui, elle est dimension dans la guerre civile. Non, mais attendez, elle est
les torts sont partagés. Oui. Parce que coller... La guerre civile, c'est la pire des guerres. Voilà. On connaît celui qu'on tue. Voilà. Et donc, on peut dire qu'effectivement, c'est un criminel. Il a bombardé son peuple. Oui, mais j'entends bien. Mais les autres, ils jouaient du violon. Est-ce qu'ils jouaient du violon, les autres? C'est ce qu'il vous dit dans l'interview. Ils sont des terroristes et je me bats contre les terroristes. Il y a un moment, parce qu'au début, toutes les minorités religieuses, sans exception, nous disaient, vous vous trompez d'ennemis. Toutes, sans exception. Et vous êtes en train de faire une faute géostratégique. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, moi, je dis aujourd'hui que de toute façon, il faut trouver une solution politique. Cette solution politique, vous ne la trouverez pas sans passer par, effectivement, le régime aussi. Il est parti de la solution politique. Ce que j'ai à dire, je l'ai dit là où il fallait. C'est le régime. Et je suis désolé. La diplomatie, même la diplomatie parlementaire, il y a des choses qu'on rapporte à celles et ceux. Mais vous n'en saurez rien. Rien du tout. Bon. Parce qu'il y a un moment, il faut savoir aussi traiter en responsabilité. Il n'y a rien à dire, peut-être. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, c'est peut-être ça. Il n'y a rien à dire. En tout cas, il avait accordé l'interview dans Match à Régis Sommier et il développait un certain nombre de thèses. On va en parler. Regardez ce sujet de Bachar el-Assad. On évoquait Saddam Hussein. Il n'a pas toujours été, Bachar el-Assad, bien le paria de la France. Il a été souvent reçu comme un chef d'État avec les honneurs, accompagné de son épouse. Ils incarnaient à l'époque le modernisme du Moyen-Orient. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir. Sous les ordres de la République, le tapis rouge, souvent déroulé pour Bachar el-Assad. Comme ici, reçu par le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, il y a 4 ans. Beaucoup plus tôt, cette fois, 1 an après son accession à la tête de la Syrie, cette visite de Bachar el-Assad, c'était en juin 2001, devant les députés de la Commission des Affaires étrangères. Audition très cordiale, l'homme à l'époque n'était pas infréquentable, loin de là, il est considéré comme un partenaire incontournable pour la résolution du conflit israélo-palestinien. 7 ans plus tard, le président syrien est invité par Nicolas Sarkozy au sommet de l'Union pour la Méditerranée. On le voit ici aux côtés d'Hosni Moubarak, l'ex-président égyptien déchu. Paris ménage le président syrien. L'invitation sur les Champs-Élysées le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, sème le trouble dans la classe politique française. Mais qu'importe, il s'agit pour Nicolas Sarkozy de renouer avec la Syrie. Des relations en dents de scie entre la France et le régime de Damas. Jacques Chirac avait gelé ses rapports après l'assassinat de son ami, l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri, à Beyrouth. Damas soupçonné d'être derrière l'attentat. Arrive la guerre civile, début 2011, la vague de protestations populaires en cours dans le monde arabe atteint finalement la Syrie. Le président Bachar el-Assad ordonne à l'armée de réprimer les manifestations dans tout le pays. La communauté internationale est divisée. Officiellement, Paris n'a plus de lien avec le régime de Bachar el-Assad. La France continue et va continuer son travail pour une solution politique à l'échelle de la Syrie, mais qui ne passe pas, vous l'avez compris, par Bachar el-Assad. C'est le soutien continu depuis 2 ans et demi à l'opposition modérée. Pas de lien des Occidentaux avec Bachar, faux, dit l'intéressé. Le président syrien serait informé de la campagne aérienne menée par la coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique. Il est vrai que via des intermédiaires, plusieurs intermédiaires, l'Irak et d'autres États, ils nous transmettent parfois des messages généraux, mais rien de stratégique. Il n'y a pas de dialogue, des informations oui, mais pas de dialogue proprement dit. Question posée à l'Assemblée nationale, faut-il renouer avec Bachar el-Assad pour lutter contre l'islamisme radical ? Bachar el-Assad a du sang sur les mains, c'est quelqu'un qui a tué massivement dans son propre peuple. Et je ne crois pas que l'avenir passe par des discussions avec Bachar el-Assad qui ne ferait que le conforter. Il est là, il y a des Syriens qui le soutiennent parce que des minorités le soutiennent. Voilà, des minorités chrétiennes, d'autres minorités religieuses, des minorités et des communautés. Et de toute façon, il est en place. Et donc, il va falloir compter avec lui de toute façon pour reconstruire la Syrie de demain. En attendant un changement de ligne, des milliers de civils syriens meurent chaque mois sous les bombardements de l'armée de Bachar el-Assad. On parle de plus de 200 000 morts depuis le début du conflit. Des millions de réfugiés dans les pays voisins. 4 ans après le début de l'insurrection populaire contre Bachar, celui qui massacre son peuple est toujours là.
Voilà, on a des tweets, parce que c'est une émission évidemment qui intéresse les Français. Votre voyage a fait grand bruit et suscite le débat, et on va peut-être en savoir un peu plus sur ce que vous êtes dit, en tout cas sur les messages qu'il a fait passer. On ne peut pas discuter avec un dictateur qui massacre sa population, pour prolonger ce que disait Michel Vauzel. Assad doit démissionner et laisser place au peuple. Moi, j'ai lu Paul Quillès, ancien ministre de la Défense, entre autres, qui dit dans le Figaro, qui est un élu socialiste, qui était député socialiste, qui dit, et qui était ministre de la Défense, je viens de le dire, qui dit, mais on s'est allié avec Staline, Randa Kassis, pendant la guerre, pour combattre le nazisme. Oui, est-ce que cette comparaison vous va? Oui, mais aussi, il ne faut pas aller quand même, c'est-à-dire, on était dans l'extrême, et après partir à l'autre extrême. Il faut savoir être au milieu, un tout petit peu. C'est-à-dire, travailler, d'ailleurs, on parle de la solution politique. Pourquoi la France, jusqu'à aujourd'hui, ne soutient pas cette solution politique? Il y a eu, ça a commencé à Moscou le mois dernier, j'ai participé à cette réunion entre opposants et régime. La France, jusqu'à aujourd'hui, boycotte toujours cette solution, mais qu'est-ce qu'elle veut, la France? C'est ça, moi, ce que je reproche, c'est... une bonne question, voilà, madame. qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est pour une solution militaire? Ok, solution, armer qui? Mais elle a essayé d'armer, il y a 2 ans, quelques rebelles armés. Les armes sont tombées entre les mains des islamistes radicaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est tout simplement de condamner sans rien faire, rester immobile. Ça, je trouve, il n'y a pas pire que l'immobilisme, par exemple. C'est ça ce que je reproche. La solution politique que vous privilégiez. Et c'est par étape. Il n'y a pas qu'une seule étape, c'est par étape. Ça a commencé. Ce que nous voulons, un changement progressif. Certainement, mais cette solution ne passera que par un dialogue avec le régime. C'est une force sur le terrain. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Bon. Puisque je peux vous soumettre cette phrase, je ne sais pas si elle va vous plaire, c'est Nicolas Hénin, donc, qui a été otage, qui est journaliste, qui a été correspondant pendant de longues années sur le terrain, qui dit Bachar el-Assad est le meilleur sergent recruteur de l'État islamique. Il était très en colère contre votre présence sur le terrain. Qu'est-ce que vous dites, vous? J'ai envie de comprendre. Est-ce que c'est un allié de Daesh ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous aiderait contre Daesh? Il a été dit en France que c'était Bachar qui avait créé plus ou moins Daesh. Enfin, faut arrêter. C'est le chaos Alors, créé par les Américains en Irak. Hein, il faut quand même pas l'oublier. Et ça, c'était une faute. Donc, il n'est pas un allié de Daesh. Mais le problème, c'est pas. Il a mis en prison. Vous savez, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, il y a un moment, il en avait sous la main. On lui tapait dessus, etc. Et il les a libérés. Mais c'est pas en Libye, c'est lui. En Tunisie, où il y a aussi des maquis qui sont pris, c'est lui. C'est très difficile. Michel Vauzel, pour le peuple. Éclairez-nous là, parce qu'on ne sait pas. J'éclaire rien du tout là, mais je vous dis simplement que pour le peuple et éclairer le peuple, qui ne peut pas comprendre pourquoi la France bombarde en Irak et s'arrête à la frontière, alors qu'à la frontière, il y a toujours Daesh de l'autre côté. Donc expliquer aux Français la subtilité de la politique française, là, c'est quasiment impossible. Juste, on va revenir sur le sujet, mais dans l'interview, vous en parlez des avions américains et des avions syriens. Vous lui dites, mais comment vous faites quand vos Sukhoi croisent les F-16 américains? Est-ce que vous avez un protocole de non-agression? Et ce qui dit, oui, tacitement, évidemment, ils vont bombarder les mêmes cibles. Mais je voudrais revenir sur l'histoire de... C'est compliqué quand même. Oui, mais ce qui est compliqué, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire de l'émergence de Daesh et la menace qu'elle fait planer sur la planète aujourd'hui, et notamment ici aussi, puisque on l'a vu avec les attentats au début de l'année et l'affaire Charlie Hebdo, Daesh vient d'Irak. Voilà, le Daesh, c'est pas l'État islamique de Syrie et d'Irak, c'est l'État islamique d'Irak et de Syrie. Et par extension, qui a... Voilà, et le problème vient de la radicalisation de la minorité sunnite en Irak, du sentiment d'abandon qu'elle a eu à l'époque du gouvernement Maliki. Elle s'est sentie complètement écartée des destinées irakiennes. Ce qui s'est passé également, c'est que Al-Qaïda en Irak, qui a combattu les Américains pendant 8 ans, eh bien, les héritiers de cette frange d'Al-Qaïda extrêmement dure, c'est-à-dire notamment incarnée par Abou Moussa al-Zarqawi, eh bien, c'est eux, Baghdadi, qui est à la tête de l'État islamique, qui était à Camp Bouka, donc ça a été quelque chose qui a été fait dans les prisons, dans l'univers carcéral américain, et ensuite qui a débordé à la faveur de la guerre civile syrienne. Donc aujourd'hui, on se trouve face à une menace où, eh bien, sur le terrain en Irak, qui combat l'État islamique, il y a aussi l'Iran,
il ne faut pas l'oublier. J'allais en parler. Au moment où on parle aujourd'hui, il y a une offensive à Tikrit pour reprendre absolument. Tikrit, et qui est ville tenue par Daesh, pour ceux qui nous regardent. Qui pilote l'offensive sur les gardiens de la paix iraniens. Eh bien, ce sont le général Soleimani avec les Quds. C'est eux qui apportent leur soutien logistique et militaire aux miliciens chiites pour la reconquête de juste une petite saillie qui est un tweet. Juste une saillie. Parce qu'on a vu ce sujet de Ahmed Tazir. Je ne voudrais pas qu'on le passe sous silence quand on voit les honneurs de Bachar el-Assad successifs à travers les moments où il est venu avec son épouse ici à l'Assemblée ou ailleurs. On voit Sarkozy accueillant Bachar el-Assad en grande pompe en 2008. Je me demande lequel est le plus gugus des deux, et ce tweetos nous met un point d'interrogation. Il vous pose la question. Non mais attendez. Non mais attendez, si on n'est pas là pour. Mais c'est important, commenter. Non, écoutez, revenons quand même à l'essentiel. Mais c'est important. L'essentiel. Écoutez un instant, s'il vous plaît. Il est clair aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution politique sans lui. 2, il faut une solution politique. 3, tout le monde vous dit dans la région, et notamment au Liban, si Bachar tombe, c'est le chaos partout et le Liban est balayé. Donc moi je dis au gouvernement, et je m'adresse à Michel, qui est un ami. Et c'est Daesh qui grossit. Voilà, je dis très clairement, est-ce que la posture, la main sur le cœur, jamais, et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est parfaitement idiot. Cette position de posture, elle est même criminelle. Michel Vauzel. Car la guerre va durer 4 ans. Ce à quoi servaient les diplomates autrefois, j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est justement de prendre un petit drapeau blanc, une immunité, et ils allaient voir les ennemis avec lesquels il fallait faire un jour ou l'autre la paix des braves, comme disait le général de Gaulle. Je ne compare pas du tout les deux situations, naturellement. Donc les diplomates, les parlementaires, la diplomatie parlementaire, les représentants de la nation ont le droit de faire, dans l'intérêt du pays, ce qu'ils pensent devoir faire. Et puis la diplomatie participative, c'est-à-dire toute cette coopération décentralisée qui rapproche des peuples qui, cependant, au niveau officiel, peuvent être en guerre ou dans de mauvais termes. Ce que je voudrais dire à cet instant du débat, Syrie, c'est que mais sur ce point, c'est que depuis le 11 janvier, les Français ont compris que nous appartenons à un monde qui est tout autour de la Méditerranée, et que quand la France bombarde l'Irak, à des troupes qui sont combattantes au Sahel, et qu'il y a le plan Vigipirate en France, c'est que nous sommes dans un ensemble où l'apaisement des tensions en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Israël et Palestine aura une répercussion dans tout le monde arabe et musulman. Lequel monde arabe et musulman est français, parce qu'il y a des Français musulmans. Donc il y a une légitimité à intervenir. D'origine maghrébine. Donc le grand plan méditerranéen qu'on devrait mettre au point, c'est de bien prendre en compte ce qui fait souci précisément aux Français, c'est que la vraie réponse à ceux qui nous disent après le 11 janvier, après les cierges et les bougies qu'on met là où passe le djihad, quand viendra le temps des cerises, si j'ose dire. C'est l'article que j'ai fait et que vous auriez dû lire dans Libération de la semaine dernière. Alors Jacques Miard, Randa Cassis, attendez Jacques Miard, juste Randa Cassis, ma question est simple. On évoquait le danger de Daesh qui touche, qui frappe la France. Est-ce que nous avons besoin militairement, techniquement, diplomatiquement de Bachar pour régler cette question? Vous nous parliez que l'objectif aujourd'hui n'était plus Bachar, mais les islamistes. Est-ce qu'on a besoin de lui? Nous avons besoin des troupes au sol. Au sol, nous avons besoin de ces troupes-là. Ça ne suffit pas les frappes aériennes. Alors nous avons les Kurdes, le PIG, le PYG, le PYJ. Ils sont des vrais combattants. C'est à eux aussi d'armer. Ça fait 1 an et demi qu'on parle, qu'on répète qu'il faut voir le IPD. C'est le seul rempart quand même aux islamistes. Heureusement, finalement, ils ont été reçus par le président Hollande. Après, pourquoi nous parlons de la solution politique? Nous parlons de la solution politique pour arriver après à une période de créer un gouvernement de réconciliation nationale. De transition? C'est pas la peine, réconciliation nationale. Parce que ce qui est mieux, à vrai dire, il faut parler de la réconciliation. Pour construire la Syrie... Et combattre Daesh? La Syrie, il faut parler de la réconciliation. Et qu'elle retrouve l'intégrité de ses frontières. Non, c'est parce que tout simplement, nous aurons besoin de l'armée aussi syrienne pour combattre Daesh, pour combattre les radicaux. Alors oui, nous aurons besoin de ça. Alors, Régis Le Sommier et Ismaël. Lors de mon passage au Liban, justement, parce que j'ai beaucoup discuté avec des chrétiens en Syrie et au Liban, et je me souviens d'une remarque de l'un d'eux qui m'a dit on est avec Bachar, mais si vous saviez combien on l'a combattu. Oui. Voilà.
Donc et je pense que ce que disait Jean-Pierre Millard sur Jacques Millard, pardon, ce que disait Jacques Millard sur effectivement cet effet de domino, si le califat arrive jusqu'à Damas, il n'y a plus de Syrie, il n'y a plus de Syrie, il n'y a plus de Liban. Il n'y a plus de Liban, c'est le chaos dans tout le Proche-Orient. Je suis pas sûr que les Israéliens voient ça d'un bon œil, parce qu'ils connaissent très bien Bachar. Donc il est incontournable aujourd'hui. Il est incontournable pour trouver une solution. C'est ce qu'il vous a dit quand vous l'avez rencontré. Il est incontournable. Ce sont tous les observateurs qui disent ça. Vous n'en saurez pas davantage. C'est pas la peine. Mais vous êtes porteur d'une information que les Français attendent. Deuxièmement, mais toute information doit être dirigée à ceux qui vont décider, pas au plateau de télévision. Mais les citoyens vous regardent. Mais ils vont attendre parce que la patience, ça fait partie de la diplomatie. Bon, donc il est clair aujourd'hui qu'il faut aussi, si vous voulez lutter contre Daesh, vous savez ce que vous faites? Vous demandez à certains États de la région de ne pas leur acheter le pétrole et de leur couper les vides financiers. Vous pensez à qui en particulier? Ce sera beaucoup plus délicat. Vous savez ce qui se passe? Qui achète du pétrole? À votre avis? La Turquie. La Turquie. Vous savez ce qui se passe dans la région? C'est une partie de poker menteur. Il n'y a pas un État de la région autour de la Syrie qui n'a pas un double jeu. Je le dis comme je le pense. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc vous ne regrettez pas, excusez-moi Michel Vauzel, l'intervention de François Hollande, je le redis parce que beaucoup dans ce plateau n'étaient pas favorables, Randa Cassis vous n'étiez pas favorable, mais François Hollande dit on doit intervenir, on est en août 2013, on doit intervenir, il faut une aide. On ne serait pas à débattre de ces questions ce soir, ou si encore peut-être évoquer une question aussi. François Hollande. Le rôle de la Turquie. Alors la France et l'Occident qui veut combattre Daesh quand même, il faut savoir qu'est-ce qu'elle fait avec la Turquie qui joue un double jeu. Oui, la Turquie qui est dans l'OTAN et qui facilite le passage aux djihadistes. Ouais. C'est la Turquie. Et qui a regardé Kobané, la ville de Kobané. Ce n'est pas vraiment un allié, la Turquie. Vous en pensez quoi de François Hollande et de son intervention, cette volonté d'intervenir en août 2013, les États-Unis n'y vont pas, et puis la situation, bien évidemment, et Bachar al-Assad reste au pouvoir et on en parle ce soir. D'abord, ça prouve qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis dans un cas où, franchement, à la dernière limite, tout d'un coup, le président Obama n'a plus souhaité, abandonnant en rase terrain, si j'ose dire, la France. Mais aujourd'hui, qui dit que la solution n'est pas politique ? Qui espère qu'il y ait une solution militaire et qu'on écrase quelqu'un? Personne. Ça fait des années, personne. Donc si c'est une solution politique, en effet, il faut faire ce que vous dites. C'est se parler. On n'est pas obligé d'aller se courber devant Assad. C'est pas du tout ce que vous avez fait. Donc on ne pousse pas des cris d'orfraie. Pas du tout. Non, pas du tout. Des initiatives de paix, de cessez-le-feu à Alep, etc. Il y a quand même des choses qui se font. Des discussions, des approches, et puis surtout démasquer les faux culs. Monsieur Vauzel, vous qui sont-ils président de la Commission des Affaires étrangères, quel langage laissez mais en même temps on est libre sur ce plateau. Mais je souscris. J'ouvre le langage parce qu'il y a des moments où on est en colère devant des pays ou des puissances tout à fait respectables, et j'ai pas un langage de diplomate, vous venez de le voir, mais qui doivent être dénoncés dans le fait qu'ils ont à la fois une, deux, trois positions. Et quand vous allez sur place, vous êtes étonné de voir comment ça se passe. Une partie de poker menteur. Donc vous nous dites ce soir que François Hollande, à qui vous avez parlé, puisque l'information a été transmise à qui de droit, si j'ai bien compris, on ne saura rien ce soir. Vous nous dites François Hollande va évoluer sous sa position à l'égard de la Syrie. Il est dans l'obligation de le faire. Attendez, non, mais là je dis très officiellement, que la France doit réapprécier sa politique au Proche-Orient, que de ne rien faire va simplement continuer la guerre, et c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'elle cesse. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut trouver des solutions politiques. Ça passe par Bachar, ça passe par les opposants, et ça passe effectivement par une communauté internationale qui prend en compte les réalités et qui cesse ses postures. Michel Vauzel, un dernier mot. Je voudrais répéter, pour la France, il ne doit pas y avoir deux Méditerranées. Celle du 5+5 qui fonctionne bien, et puis l'autre qui serait livrée aux combattants, au djihad et aux horreurs. La Méditerranée, c'est un ensemble. Et quand il se passe quelque chose de désagréable, et le mot est faible cette fois, en Palestine ou en Syrie, ça a une répercussion au Maghreb et ça a une répercussion jusqu'à Paris. On l'a vu d'ailleurs en janvier. Merci. Ce tweet qui est essentiel de réformer la communauté nationale syrienne. Il ne faut pas choisir un camp pour se mettre l'autre à dos. Peut-être que ça faisait écho à ce que disait Randa Cassis. Il faut trouver une solution politique. Jacques Millard, vous reviendrez nous parler de ce que vous avez dit ou ce que Bachar el-Assad vous a dit, parce qu'on n'en a pas su grand-chose. Vous allez nous le dire maintenant. Mais vous allez nous le dire maintenant quand la lumière va s'éteindre. Merci à Régis Sommier, vous êtes directeur adjoint de Match. Sinon c'est d'or. On a vu le scoop avec l'un des membres du commando Abou Nidal qui a été arrêté 32 ans après
32 ans après, en Norvège. Et c'est un scoop. Jamais, et en l'occurrence, le juge Trévidic qui travaille sur ce dossier. Merci à Jacques Mir, député UMP. Merci à Michel Vauzel, député socialiste des Bouches-du-Rhône, président de la région PACA. Merci à Randa Cassis, on a vu votre livre. Merci à vous quatre pour ce débat. Merci à Ismaël, notre sentinelle. Et puis demain, on s'intéresse au voile, parce qu'il y a un débat autour du voile, à l'université notamment. Il y a un débat qui est relancé à l'intérieur même du gouvernement. Et on en parlera sans détour. Bonne soirée, à demain. Merci pour votre fidélité.